On est dans les années 1780, ça fait de nombreuses années, presque 12 ans que Mayer est le facteur de cour de Guillaume de Hesse, avec un commerce qui maintenant s'étend sur l'ensemble des territoires allemands, et même au-delà d'ailleurs. Sauf qu'en 1785, le père de Guillaume vient à mourir, et le prince retourne à Kassel, là-bas plus à l'est, pour succéder à son père dans le Landgravia de Hesse-Kassel. Il devient Guillaume IX de Hesse. Mais ça, pour notre Rothschild, c'est une extraordinaire aubaine. Le landgrave a bien l'intention de faire fructifier la fortune colossale que lui a léguée son père. Il a de grands projets pour son petit état de Hesse-Kassel, qui est un endroit assez extraordinaire. On est dans la Prusse occidentale. J'ai eu l'occasion de découvrir ça quand j'étais tout jeune. Et c'est une région d'une richesse à tout point de vue. Et évidemment que pour le nouveau landgrave, il y a des perspectives immenses qui s'ouvrent. Meyer-Amschel Rothschild va lui proposer de pratiquer le prêt à usure, parce que très souvent, il y a d'autres princes qui, sachant la fortune de Guillaume IX, vont lui demander de lui prêter de l'argent. Sauf que pour un prince, ça ne se fait pas. On ne prête pas d'argent. Vous savez que c'est totalement contraire aux préceptes de l'Église. Ça rapporte, mais c'est mauvais pour la réputation. Alors, le prince, en l'occurrence, n'a pas du tout l'intention de devenir l'usurier de l'Europe. C'est donc le rôle qu'on va confier à Meyer-Amschel Rothschild, qui lui va faire les prêts en son nom, au nom de Rothschild, ce qui permettra au prince de s'enrichir en bénéficiant de taux très intéressants, mais sans que son nom puisse être atteint. Bien sûr que Guillaume est ravi de ce petit accord, de cette symbiose, si vous voulez. Et voilà comment la maison Rothschild va multiplier les prêts avec l'argent du Landgravia. Ce qui, évidemment, enrichit beaucoup le prince, mais ce qui enrichit aussi un peu, et qui permet surtout de se faire un nom à notre Rothschild, qui s'octroie des commissions, c'est bien normal, et qui, évidemment, va à son tour faire, mais cette fois en son nom, un certain nombre de prêts. Rothschild fait comme ça le tour de l'Allemagne, pour ne pas dire, disons les choses, le tour de l'Europe, et en plus avec son épouse, ils ont maintenant 10 enfants, il envoie Nathan à Londres, James à Paris, Karl à Naples. Chacun va pouvoir développer des affaires, une sorte de succursale dans un pays différent. Les fils sont en quelque sorte le relais de la banque Rothschild. Ils deviennent très vite les représentants de la banque la plus solide d'Europe. Je cite de nouveau Tristan Gaston Breton. C'est à ce moment, dans les premières années du 19e siècle, que Meyer-Amschel Rothschild devient un financier de premier plan. En affaires avec plusieurs familles princières pour lesquelles il collecte et place des fonds dans toute l'Allemagne, il s'est lancé dans la négociation des emprunts publics gagés par des obligations d'État. Sa prospérité doit beaucoup au clientélisme et aux portes que lui a ouvertes Guillaume de Hesse. Elle doit également beaucoup à son acuité personnelle, à sa rapidité de jugement, à son honnêteté et aux conditions avantageuses faites à ses commanditaires. Dès le début du 19e siècle, l'ancien négociant en médailles et pièces jouit d'une réputation flatteuse dans toutes les cours d'Allemagne. Les princes apprécient sa grande discrétion, son savoir-faire à toute épreuve et l'assurance avec laquelle, sans se tromper, il jongle avec les thalers, c'est la monnaie de l'époque. Avec lui, l'argent des princes voyage beaucoup, nous dit Tristan Gaston Breton, à la recherche du meilleur rendement, que ce soit en Allemagne ou à Londres, la principale place financière de l'époque. Cet élargissement de l'horizon des affaires de Meyer-Amschel eût été impossible sans le concours de ses fils, qui sont autant de relais avec lesquels un contrat d'association est passé en 1810. C'est l'acte de naissance de la compagnie Mayer Rothschild et Fils, ancêtre de toutes les entreprises de la famille. C'est également le point de départ d'un formidable projet dynastique qui réserve aux seuls fils la propriété des parts de l'affaire qu'ils ne pourront librement céder. À la génération suivante, les fils de Mayer Rothschild essaimeront dans toute l'Europe, donnant corps à la vision internationale qui était d'emblée celle de leur père. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a des fidélités chez cet homme-là qui, vous l'aurez compris, est assez extraordinaire, pas seulement dans la méthode et dans la très grande sagacité qui lui permet de bien juger dans le cours d'une vie très mouvante, entièrement consacrée aux affaires, mais
qui est un homme de principe, un homme de morale et de fidélité. Il est fidèle jusqu'au bout, toute sa vie, au prince Guillaume de Hesse. Et quand Guillaume de Hesse devra fuir sa principauté parce que les troupes napoléoniennes sont arrivées en 1806, eh bien, c'est chez lui, dans la Judengasse, c'est dans ces caves absolument inaccessibles que Mayer va cacher le trésor du prince. Et il continuera même à faire fructifier son argent en son absence. Et partout à travers l'Europe, vous avez bien compris que par ailleurs, ses fils sont là, qui développent les affaires, qui maintiennent la réputation d'une banque Rothschild. Et vous savez à quel point pour une banque, surtout une banque naissante, à quel point la réputation est essentielle. Tout est une question de crédit dans tous les sens du terme. Il y a une légende qui raconte qu'en 1815, la branche londonienne de la banque Rothschild a multiplié sa fortune en apprenant avant tout le monde la défaite de Napoléon à Waterloo. Ils avaient utilisé le télégraphe Chappe, vous savez, et ça avait permis d'aller beaucoup plus vite que les autres. Les Rothschild avaient des relais qui leur avaient permis d'être immédiatement informés du sort de la bataille. On aurait anticipé la hausse à venir de la bourse, mais on avait surtout profité de la chute de la bourse au moment de l'annonce de la bataille, parce que la réputation de Napoléon était telle qu'on pensait qu'il gagnerait. Bon, on connaît toute cette histoire, et c'est vrai que la branche londonienne va fructifier dans des proportions folles. Est-ce que c'est vrai cette histoire ? J'ai eu l'occasion d'en parler déjà à ce micro, on n'en est pas sûr du tout. Quoi qu'il en soit, les Rothschild ont vraiment participé à la chute de Napoléon. Il serait possible, et bien avant moi, Henri Guillemin l'a fait brillamment, même si tout le monde n'est évidemment pas d'accord avec les conclusions très anti-napoléoniennes qu'il tire. Henri Guillemin avait fait une étude purement financière de l'ascension et de la chute de Napoléon, et c'est vrai que la haute finance européenne a joué dans toute cette histoire un rôle absolument essentiel. Ce qui est certain, c'est que les Rothschild ayant contribué à faire chuter Napoléon, ils vont être récompensés par les Alliés, surtout après la seconde chute de l'empereur après Waterloo. La vérité, c'est que tout ça, notre fondateur, ce petit bonhomme incroyable, orphelin du ghetto juif de Francfort, ce petit bonhomme, ce petit Mayer Amschel, il ne le verra jamais parce que il est mort entre-temps. Il est mort en septembre 1812. Il avait à l'époque 68 ans. En 1812, d'ailleurs, on peut dire de la Judengasse qu'elle n'est plus un ghetto parce que l'influence de Mayer a été telle qu'il a réussi à négocier 16 ans plus tôt, en 1796, la fin du ghetto de Francfort, l'acquisition de la liberté pour tous les Juifs qui vivaient avec lui dans cette rue qui avait si longtemps été fermée, été maltraitée. Désormais, et grâce à Monsieur Rothschild, les Juifs de Francfort peuvent circuler comme ils veulent, où ils veulent. Vous écoutez Radio Classique.